Dear. Values. People. Alors bonsoir et bienvenue à toutes et tous à cette conférence Dear Valley People, conférence de la rentrée, première conférence de la saison qui reprend 2023. Par levée de main, qui n'est jamais venu à une conférence Dear Valley People? Quoi? Mon homme qui n'est jamais venu? Ok, donc on va dire un petit tiers pour le podcast. Donc bienvenue déjà. Je m'appelle Camille Carmenez et avec Damien Farjou ici présent, il a créé un podcast à l'époque, donc Dear Valley People sur Radio FM+. L'idée c'était de parler chaque semaine du handicap et de thématiques associées avec des invités à chaque fois différents. Et maintenant, le podcast est aussi présent donc, sur une chaîne YouTube et bientôt sur Spotify. Donc maintenant, on a mis en place un cycle de conférences avec Gaz Café une fois par mois. Et là, on sort des studios de la radio et on va à la rencontre du public et surtout, on se confronte à des questions-réponses et des temps d'échange avec eux. Donc bienvenue. Donc aujourd'hui, on va traiter de la thématique du handicap et de la scolarité. Alors, avant d'aborder ce sujet, c'est un petit point technique. On parle dans des micros, la salle est suffisamment petite, on pourrait parler sans micro, c'est parce que la conférence est enregistrée et donc elle sera ensuite disponible sur les plateformes d'écoute. Donc du coup, les invités parleront également avec un micro, c'est ça. Et vous, quand vous aurez des questions à poser, il y aura un micro sans fil qui va circuler dans la salle. Il vous suffira juste de lever la main et voilà. Et ce cher et tendre Pierre viendra à la rescousse. Alors, donc on va commencer sur cette thématique, cette grande thématique qui est revenue, je pense, à chaque fois, à chaque conférence, qu'importe le sujet traité, il y avait à un moment donné un petit point scolarité, éducation. Donc on s'est dit que il était temps de s'y atteler. Et quoi de mieux que la rentrée justement pour parler d'école. Alors, je sors mes notes parce que avant de donner la parole à mes invités, je vais faire un petit point chiffrage. De quoi on parle quand on parle d'élèves en situation de handicap? De quel nombre s'agit-il? Donc, selon la DRES, donc Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, sur la rentrée 2021-2022, c'était environ 411 000 enfants qui étaient scolarisés dans le milieu ordinaire, donc scolarisés dans des établissements du premier degré et du second degré. Sur la rentrée 2023, c'est 20 000 de plus, 20 000 enfants en situation de handicap. Donc alors, en 5 ans, il y a eu une hausse de 19%. On a eu 321 000 en 2017, donc c'est malgré tout une progression qui est pas loin, il faut souligner. Néanmoins, il y a toujours une alerte des associations représentant des personnes handicapées. À chaque rentrée, c'est toujours la même histoire, il y a environ 20 000 enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés. Alors, les arguments, les conséquences sont multiples. Aucune place dans les IME, les instituts médico-éducatifs, pas d'accompagnement personnalisé mis en place, ou alors un diagnostic tardif, l'absence de dispositifs existants, bref. Les arguments sont variables. Alors, à l'heure où on affirme, dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, la 6e qui a eu lieu le 6 avril 2023, donc on affirme que l'école elle doit être transformée durablement, je cite, qui doit passer par une pédagogie différenciée qui profitera à tous. Ça, c'est Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, qui l'affirme lors de cette dernière CNH. Alors, qu'en est-il? De quoi on parle quand il s'agit d'école inclusive? Est-ce que on considère que l'école elle est vraiment pour tous? Voilà. Il va y avoir plein d'autres questions qui vont évidemment suivre celle-ci.
Mais à l'heure actuelle, je remercie mes invités d'être présentes ce soir. Alors je vais vous laisser vous présenter. Donc Lola et Foy, bonsoir. Bonsoir. Et Sandrine Bruni, bonsoir. Bonsoir. Alors Lola, déjà peut-être toi, je vais te donner la parole pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu voilà quel âge tu as, là c'était la rentrée, en quelle classe t'es rentrée, etc. Je m'appelle Lola, je suis rentrée en 4e, j'ai 13 ans et demi et voilà. Et pourquoi est-ce que tu es là ce soir? Pour parler de quoi surtout? Pour parler de mes troubles 10 Ouais. et des aménagements en cours. Ouais, tu vas te mettre en place. Ok, merci. On va y revenir. Toi, Sandrine Bruni, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc moi je suis LESH depuis pratiquement 20 ans. Je suis aussi également maman de 3 enfants porteurs de handicap différents, plutôt du type troubles neurodéveloppementaux, donc une jeune fille TSA, une petite 10, et un petit garçon trisomie 21. Donc c'est un long combat, un parcours en tant que parent déjà, mais aussi en tant qu'accompagnatrice, parce que mon métier, au-delà du fait que je suis maman, mon métier me passionne. Il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants qu'on accompagne. Et donc ma volonté, c'est vraiment de faire un peu de bruit aussi. Donc j'ai monté en 2019 une mallette de sensibilisation. Donc c'est un travail très long de recherche, seul aussi. Je me suis rapprochée d'associations comme Altopousse, qui étaient à mon écoute, qui ont vraiment eu un regard aussi sur mon travail. Et récemment, donc depuis l'année dernière, j'ai commencé à mettre en place des modules de formation, parce que mon projet, c'est vraiment d'apporter une formation concrète aux AESH, parce que je suis bien placée pour le savoir. On a 60 heures de formation, 30 heures en présentiel, 30 heures en distanciel, et on doit avoir un nombre indéfini d'accompagnements différents, donc c'est bien trop peu. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas du coup des formations spécifiques payées par le rectorat quand on accompagne par exemple un élève TSA et qu'on ne connaît rien du tout de l'autisme. Du coup, comment on fait quand on est à message? Alors, un message juste pour rappeler, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il y a beaucoup d'acronymes. Quand j'ai fait mes recherches, les AESH sont représentés dans le cadre d'un PIAL, de l'ADI, et on verra que le PIAL va aussi être modifié. Donc l'ordre de qualité que tu parlais tout à l'heure, qui a lieu tous les 3 ans, le PIAL va se transformer d'ici 2027. On va y revenir sur tous ces termes. Est-ce que déjà, Lola, toi tu peux nous parler pour faire le lien donc, avec la fonction d'AESH? Est-ce que toi tu peux nous parler de ton parcours avec des AESH? Tu en as eu plusieurs, c'est ça? Oui. C'est pas toujours bien passé. Non. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, tu étais dans un homme aussi, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, du coup, comment il t'a accompagné? J'ai eu 3 ou 4 AESH, et en tout, il y a eu 2 AESH que j'appréciais pas vraiment, et 2 que vraiment j'appréciais, et voilà. Tu les as eu à partir de quel âge, quand? À partir de la 6e, okay. Et jusqu'à la 5e. Récemment? Oui. Tu as commencé tout récemment, ok. Comment ça se passait avant, en primaire? Est-ce que tu en aurais eu besoin? Il y en a eu? Je pense que j'en aurais eu besoin, et parce que j'écris très lentement, okay. Et aussi pour la compréhension des questions dans les évaluations. Ok. Une première question, madame. Alors, attends, je vais te donner la parole peut-être dans 2 minutes. Juste le temps de faire le lien avec toi, Sandrine. Comment est-ce que ça se passe au moment de
de la mise en place d'une AESH auprès d'un élève. Quand est-ce que c'est mis en place? Comment le savez-vous? Combien de temps avant la rentrée? Ou en tout cas au cours de l'année? Comment est-ce que ça se passe? Et comment est-ce que vous êtes dispatché aussi, si je peux dire, dans l'établissement? Déjà, tout dépend de la notification, déjà, puisqu'on peut être mutualisé. Donc là, auparavant, on était à 12 heures. On savait qu'entre AESH, on avait 12 heures d'accompagnement pour les élèves. Depuis les PIA, on est passé à 6 heures. Après, selon les établissements, selon le nombre, c'est le coordinateur, en fait, reçoit les notifications. Le directeur comptabilise les moyens humains, donc les AESH, et les besoins. Et en fonction des personnels qui sont là, on est touché dans les classes. Donc si on imagine, on est mutualisé, c'est minimum 6 heures. Si on n'a pas assez d'accompagnants, voilà, il y a des établissements avec des élèves qui se retrouvent avec 1 heure, 2 heures d'accompagnement. Après, pour faire rapide, on a l'accompagnement individualisé. Donc là, c'est un accompagnement que j'effectue auprès d'un élève. Donc c'est une chance, je tiens à le dire. Depuis la petite section jusque-là, aujourd'hui, CE2. Donc là, lui, il a une notification de 20 heures qui a été décidée par la CDAPH, la commission de la NDPH. Et donc là, ces 20 heures-là, par contre, on est censé être focus sur cet élève. Parce que dans la réalité, on a souvent un autre accompagnement. Enfin, moi, jusqu'à cette année, c'était mon cas, il y avait un autre élève qui était lui en mutualisé. D'accord. Il y a plus d'élèves en situation de handicap qui ont une notification d'être mutualisés, aujourd'hui, de mon regard, oui. Ouais. Et justement, c'est un combat aussi, on en parlait avec les parents. Oui, c'est un combat. Alors après, tout dépend, il faut savoir par rapport aux besoins de l'enfant. C'est pour ça que je trouve que l'observation des AESH en classe, elle est tout aussi importante. Parce que du coup, elle va permettre aussi justement de déterminer quels sont les besoins réels, puisque nous, on est au plus proche de l'élève. L'enseignant, il a 28 têtes devant lui, et du coup, c'est difficile de voir quelque part comment qu'est-ce que l'élève fait tout seul par lui-même, de quoi a-t-il besoin, parce que l'accompagnement individualisé, c'est vraiment pour un élève qui a besoin d'un accompagnement soutenu. Donc, c'est pas le tout, c'est pas de dire qu'il faut absolument de l'accompagnement individuel, parce qu'il y a des enfants, un accompagnement mutualisé est plutôt largement suffisant. Tu parlais du PIAL juste avant, le pôle inclusif d'accompagnement localisé. Oui. C'est un mois-clos. Alors, en général, c'est un collège, ça dépend si on est du premier, deuxième degré. En tout cas, pour nous, on dépend d'un collège. De ce collège, il y a des écoles maternelles et élémentaires. Et donc, il y a un nombre d'AESH sur ce PIAL-là, et après, on est dispatché en fonction des écoles. Ok. Et à quel moment est-ce que vous êtes dispatché au moment de la rentrée? Là, c'était la rentrée la semaine dernière. Alors après, il y a aussi le côté humain. Avec mes collègues, j'ai 2 collègues qui sont sur l'école depuis 10 ans, qui est dans la salle d'ailleurs. Jonathan et Mathilde. Je crois que c'est 6 ans, Mathilde, ou 7 ans. Donc on a cette chance de ne pas être baladé partout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est sûr qu'il faut qu'on a plutôt du bol. Mais bon, en règle générale, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a ce côté-là quand même humain de conserver les équipes qui sont en place et de pas envoyer. Donc le PIAL aussi, ça, par exemple, si on manque d'AESH, arrivé l'année dernière où il manquait d'AESH sur une école, beaucoup d'arrêts maladie. Donc quand il y a des arrêts maladie, il n'y a pas d'embauche, on n'a pas. Ce qui manque, c'est un pôle de remplaçants en fait. Qui existe chez les instituts, mais pas chez les AESH. Et du coup, là, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc c'est ce qui est arrivé l'année dernière. On est venu, le coordinateur est venu, réunion. Il manque une AESH, mais du coup, forcément, on enlève des heures sur du mutualisé, parce que l'individualisé, on ne peut pas y toucher. Et on va donc dans l'école pour pouvoir remplacer un temps jusqu'à ce qu'une collègue arrive, dans le meilleur des cas. Parce que quand il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'accompagnement, l'élève est sans AESH. Ouais, ça peut durer très longtemps. Jusqu'à ce qu'il y ait une solution trouvée. Okay.
Une fois que la notification d'aide est posée, et donc théoriquement une fois que voilà, l'AESH est envoyé sur un établissement et auprès d'un élève, comment est-ce que tu prends conscience du dossier, entre guillemets, si je puis dire, de l'élève, voilà, alors le handicap c'est une chose, mais même voilà, son rapport à l'école, à la sociabilité aussi, on se rend compte. Alors ça aussi, c'est pareil, il existe des choses. Là, à travers les recherches que j'ai fait pour monter mes propres modules de formation, j'ai découvert par exemple le site Canopé, qui est un site qui est destiné pour les instituts, mais pour tous les membres de l'équipe éducative Éducation nationale. Et là, on trouve ces lignes d'information, mais du coup, je comprends même pas que ça soit pas affiché quelque part partout et qu'on ne sache pas dès le départ, parce que là, il existe quand même un document clé en main pour justement faire ce que tu dis, c'est-à-dire que normalement, si on suit le texte, il va y avoir une réunion avec parents, AESH maintenant, et l'élève quand il est au collège ou au lycée. Et du coup, cette réunion-là, elle devrait être faite normalement, c'est dans les textes, mais dans la réalité, très peu de mes collègues ont pu bénéficier. Alors moi, je pense que c'est pas par manque de volonté, mais c'est par manque de connaissances, plutôt, des outils qui existent. Alors, on va y revenir sur ces outils et sur cette relation aussi avec donc, les parents et tout le corps pédagogique enseignant. Mais Lola, avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer déjà à quel moment... Lola, si ma question, tu réponds pas, t'es pas obligée. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas bénéficié d'un accompagnement AESH avant? Est-ce qu'il y avait un repérage qui n'avait pas été fait? Est-ce que... Voilà. Oui, bonsoir. Non, c'est parce qu'en fait, sur le dossier MDPH initial, on n'avait pas demandé, puisqu'en fait, l'école subvenait complètement avec la maîtresse aux besoins de Lola. Et on a bénéficié on est dans une école où tout le côté enfant en difficulté comme Lola est très prise en charge par les maîtresses. Non. Là, mon fils, oui, par contre, son petit frère a une AESH, mais à l'école. Donc voilà. Donc ça fait depuis le C20 et c'est en tout cas il y a je lis très lentement, j'écris lentement et avec beaucoup de fautes d'orthographe. Je comprends pas certaines phrases que je lis et il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire alors que pour les autres c'est facile et qui m'expliquaient ce que je comprenais pas et donc j'ai appris un peu à faire plusieurs trucs. Ok. Là tu en as une actuellement? Pas pour l'instant, mais je vais en avoir une. Ok. Sandrine, comment ça se passe quand donc l'élève reçoit la notif, la famille reçoit la notification, les AESH sont dispatchés dans les établissements. Comment ça se passe le premier jour? Donc tu rencontres un premier élève et une première élève. Donc tu as plus ou moins un dossier en amont. Et comment ça se passe au niveau plus ou moins. Parce je dirais qu'il faut plutôt aller souvent, régulièrement à la pêche aux infos. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir en amont, en savoir un peu plus. Il faut savoir que normalement, on a le droit d'avoir accès au GEVASCO. Donc, les GEVASCO, c'est vraiment en équipe éducative, c'est l'enseignant référent qui prend note de tous les acteurs et de la famille également, et de l'élève s'il est présent. Et du coup, ça nous donne une trame il y a des objectifs. Donc là, quand on a accès à ce genre de documents, on imagine bien qu'on rentre plus facilement dans le vif du sujet. Donc en début d'année, non. Moi, ça m'est rarement arrivé quand je démarrais, par exemple, un accompagnement, d'avoir le GEVASCO. Donc en général, on commence plus par un temps d'observation déjà de l'élève. On passe par là, de vraiment observer l'élève et de nous voir déterminer ses besoins. Et puis il y a aussi cette relation qu'il faut construire déjà avant de commencer à aider. Il me semble qu'il faut quand même
voilà, essayer de créer une relation, susciter de l'intérêt. Si on doit travailler, par exemple, le versant social avec les autres enfants, c'est ça aussi le rôle de l'AESH, c'est du coup susciter un peu l'envie de venir vers cet enfant. Voilà. Comment ça se passe par rapport à la relation aussi avec l'enseignant, du coup? Est-ce que la place est facile? Est-ce que l'échange aussi est facile? Je dirais c'est tout dépend, c'est un métier humain, donc ça dépend et côté AESH et côté enseignant, voilà comment on peut rentrer en collaboration. Donc ça c'est notamment une de mes premières formations, c'est la collaboration AESH enseignant. Pour moi c'est un peu le point de départ, parce que si on n'arrive pas à faire le lien ensemble, si on n'arrive pas à communiquer, du coup notre accompagnement est compliqué, et du coup en premier lieu l'élève, ça va être compliqué aussi. Ouais, il y a une question là. Ok. Ouais. Je suis désolée, hein, c'est un sujet qui m'intéresse. Tu poses toujours des questions, Fabienne. Ouais, en fait, voilà, tout m'intéresse. Malgré n'importe le sujet. T'as déjà travaillé en Ulysse? Non. Ou anciennement CLIS? Non. Ok. En maternelle? Oui. Ok. La relation donc avec l'enseignant, tu en as parlé, et avec la TSEM, ça donne quoi? Imaginons, vous voyez, déjà 2 personnes, c'est compliqué. Donc avec 3, là on rentre dans un duo, parce que les ATSEM, elles sont en classe des années, souvent avec le même enseignant, donc il y a une relation. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, pour moi quand je rentre, je considère que c'est un peu comme quand je rentre pour la première fois chez quelqu'un, je vais pas me mettre à l'aise, donc je vais observer un peu comment l'autre vit, puis je vais m'adapter. Donc quand je rentre dans la classe, c'est un peu ça, moi j'observe beaucoup avant de voir, et j'essaie de voir comment je peux me positionner déjà avant de mettre les pieds dans le plat, parce que sinon ça peut aussi être très vite compliqué. Dans mon expérience, j'ai quand même rarement rencontré, des difficultés, des enseignants qui m'ont pas adressé la parole de l'année, ça m'est arrivé. Heureusement, je peux les compter sur une main quand même. Voilà, c'est ce qu'il faut dire quand même, c'est ce qu'il faut retenir. Après, on tâche d'avoir une communication proactive. C'est-à-dire, déjà, on essaye d'être positif déjà. Ce qui a été dur, c'est que moi j'ai commencé en 2005, donc j'ai quand même ce regard d'évolution, parce que à l'époque, donc on était au CR de vie scolaire, c'était sous la loi du 11 février. J'ai été l'AVS de ma propre fille, puisqu'à l'époque, elle avait la notification, elle avait le droit, mais il n'y avait pas de personnel. Donc, vous voyez, même à l'époque, il y avait des gens humains, des enseignants qui avaient envie, et on était en maternelle. Une directrice qui voulait pas du tout de ma fille, donc il a fallu convaincre. Et quand je vois quand même, ça va trop lentement à mon goût, mais il y a quand même du progrès, je trouve. Il y a du progrès. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Et puis pour moi, le combat est pas fini, quoi. Il y a toutes ces lois qui changent régulièrement. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, il y a du positif et du négatif. Donc on prend le temps d'observer et voir ce que ça donne, nous les AESH sur place, les enseignants, les différents personnels, les animateurs aussi. Parce que ça, on en parle, ces personnels-là, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais on travaille ensemble dans les écoles, et ce qui nous manque, c'est le lien entre tous les acteurs. Moi, j'ai été aussi animatrice, pour l'élève que j'accompagne, puisqu'il a une notification aussi de 8 heures sur le temps de cantine, donc je l'ai accompagné. Ça a été une chance pour moi aussi, parce que du coup, quand les premières années étaient compliquées, il était en maternelle, il est rentré en petite section. Donc les premières années, j'étais couchée par terre avec lui, on y est allé pas à pas avec les différents enseignants. Mais on a quand même réussi à rentrer en relation, même si ça n'a pas toujours été simple. Mais on est dans un cadre de diagnostic bien précis, et avec aussi des parents qui se sont battus pour l'avoir, parce que c'est difficile.
Et après, oui, les notifications, on pourrait en parler, voilà, parce que en large et en travers, parce que d'un élève à un autre, même avec des troubles similaires, ça va pas forcément être notifié de la même manière. Il y a, enfin, là, c'est la maman qui va parler, mais c'est les années d'expérience à force de construire les dossiers MDPH qui m'ont appris à savoir comment communique la MDPH, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour que j'obtienne. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, c'est aussi cette expérience-là que j'ai travaillé avec la famille. On a partagé sur tout ça, on a construit ensemble le projet de vie scolaire, parce que pour moi, ça fonctionne comme ça. Et c'est là où est l'injustice. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il devrait y avoir dans les écoles une assistante sociale ou un personnel MDPH qui pourrait orienter les familles. Mais vraiment, parce que des fois, on nous oriente vers moi, la première fois que j'ai dû remplir un dossier, donc ça remonte à 17 ans, je connaissais rien du tout. Puis à l'époque, c'était pas la MDPH. Je ne savais pas ce qu'il fallait mettre dans le dossier. Donc aujourd'hui, vous voyez, vu les quantités qu'il faut pour obtenir des aides. Puis là, vous parliez des dispositifs Ulysse, je rebondis là-dessus parce que là, on est sur un accompagnement collectif. Avec ou sans AVS individuel, c'est que certains enfants peuvent en avoir, mais là c'est un autre combat aussi. C'est que la loi elle change tout le temps et que les familles elles sont pas informées et du coup on se retrouve face à une école ça fonctionne comme ça, dans le privé ça fonctionne comme ça parce que c'est un autre fonctionnement, dans le public c'est encore autre chose et c'est pas normal. Ça devrait être pareil pour tous les enfants. Je rebondis là sur le temps périscolaire, sur les mesures qui ont été apportées là dans le cadre de la Conférence nationale du handicap. Alors, on va peut-être en parler un peu mieux après, mais Emmanuel Macron, il précisait notamment que il y avait une volonté de valoriser le temps périscolaire des AESH. Enfin, des élèves en situation de handicap avec des AESH et notamment de recruter des AESH à 35 heures. Car là, ça c'est, là, actuellement c'est pas le cas. Juste parlons un tout petit peu quand même des conditions d'AESH. C'est souvent ce qu'on entend, voilà, qu'il y a un manque de valorisation, manque de reconnaissance du métier. Je tiens juste à préciser pareil avec quelques chiffres que sur la rentrée 2021, donc bien un petit moment malgré tout, mais il y avait 125 000 AESH qui étaient recrutés, donc c'était une hausse de 35% en 5 ans. Donc on voit quand même qu'il y a des besoins et que on essaie de mettre en place progressivement. Mais voilà, il y a des problématiques quand même qui ressortent tout le temps. Et tu m'expliquais aussi en amont que c'est pas reconnu comme un métier. Non, c'est une fonction aujourd'hui encore. C'est pas reconnu comme un réel métier. Donc c'est vrai que le programme du comité l'a présenté. Il y a aussi la fusion de deux métiers, de deux fonctions. Donc qui est AED, et AESH. Donc les AED sont plutôt dans les collèges et les lycées et gèrent la violence scolaire, sont des aides à la direction, sont pareil, c'est une fonction et pas un métier. Donc là, on voit bien qu'on est sur deux fonctions différentes avec des réglementations différentes. Et du coup, quiz va disparaître le terme handicap. Donc quelque part, on se pose la question en tant qu'AESH parce qu'on va nous demander encore plus. Alors oui, on demande à pouvoir travailler plus d'heures, donc tout n'est pas, je pense, à jeter. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est cette étendue de mission sans formation. Encore une fois, alors ce qu'on demande, c'est une professionnalisation. C'est une titularisation possible avec un concours. Enfin, on est de nombreuses AESH. On a du coup fait aussi la grève avec les collègues là en juin contre cette loi parce que elle fait peur quand même et vu la réalité de ce qu'on voit sur le terrain, on se demande comment tout ça va se passer. Donc cette fusion, elle était envisagée pour la rentrée 2023 d'après les syndicats. Elle a été repoussée a priori pour 2024.
dans ce texte, il y a aussi l'idée que les instituts, donc les IME, donc les milieux fermés, soient ouverts. Alors ça voudrait dire concrètement que on aurait des orthophonistes, des ergothérapeutes dans les murs. De ce que j'ai pu lire, c'est 100 établissements qui seraient pilotes, donc ça va prendre du temps jusqu'en 2027. Donc ça, de prime abord, ça me paraît intéressant parce que on a besoin dans les écoles de personnel et que du coup, on voit aussi qu'en tant qu'AESH, on aurait des personnes ressources qu'on n'a pas aujourd'hui. Pour avoir fait l'expérience d'une classe sur Mogyo spécifique, donc c'était une UMEA. Donc c'est une unité spécifique pour les enfants autistes. Où là, en tant qu'AESH, ça a été intéressant pour moi parce que là, du coup, j'y ai vu de la formation gratuite. Parce que faut savoir aussi, quand on est AESH, on court les formations gratuites parce que celles qu'on nous propose, elles sont pas suffisantes à mon goût. Enfin, en tout cas, elles ne nous apportent pas des outils concrets comme on en a besoin en classe. Donc du coup là il y a une éducatrice spécialisée, une orthophoniste et là dans le cadre de cet accompagnement, c'est un accompagnement qui a été rude pour moi, très difficile, avec l'enseignante qui s'est mise en arrêt maladie en octobre, donc ça aussi c'est aussi une réalité, tous les accompagnements sont pas donc très compliqué. Pourtant, un accompagnement aussi, j'ai fait aussi de l'accompagnement au domicile de la famille, donc plus sur le versant éducatif et social. Ça a été très formateur pour moi, mais ça a été très très dur et j'ai mis des mois derrière à m'en remettre parce que par manque de soutien aussi, par manque de formation aussi. Donc ça, c'est aussi la réalité, l'envers du décor. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. C'est un peu complexe sans le micro. Ouais, soit vous prenez le micro, soit sinon si la question est assez rapide, on peut la répéter après au micro. C'est ça pour l'arrière là. Tout à l'heure, donc on parlait de la relation entre l'AESH et l'enfant et la famille. Au collège, c'est complètement inexistant entre l'AESH et la famille parce que déjà il y a le collège qui fait barrage au niveau de l'équipe éducative. Nous, on a connu ça pour Lola parce que en fait. On a su, l'AESH en 6e a été, donné entre guillemets, accordé par le collège à Lola, puisqu'ils se sont aperçus qu'elle avait beaucoup de difficultés. Étant donné qu'à l'école, il n'y a qu'une seule maîtresse pour 30 élèves, là, il y a 8-10 professeurs pour 30 élèves, même un peu plus, j'étais 33. Du coup, les difficultés sont plus visibles. Mais nous, en tant que parents, l'AESH n'a jamais participé à un GEVASCO ou à une équipe éducative. Nous, on l'a jamais rencontrée et on ne pouvait pas la rencontrer. On avait affaire qu'au collège. Et ça, c'est aussi le cas en maternelle et en élémentaire, malheureusement. On n'est pas tous, regardez sur notre école, on n'est pas tous, on en parlait encore l'année dernière, on n'est pas tous conviés aux ESS. Encore une fois, ça dépend de la relation. On est sous la responsabilité pédagogique d'un enseignant. Donc, au final, selon la personnalité, soit il considère que du coup, on va être un atout et que du coup, il va pouvoir se servir, on va pouvoir collaborer et c'est dans l'intérêt, il me semble, de l'élève qui est notifié. Enfin, il y a des personnes qui sont regroupées pour décider qu'il y avait besoin de ce type de personnel. Et encore une fois, on est dans le facteur humain, donc on peut pas, parce que même en élémentaire, oui, on est parfois encore trop souvent même, c'est le cas parfois. c'est une certitude, ouais. Si on va pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on va pas à la pêche aux infos, souvent c'est ça, le début d'année, ça ressemble à ça. Il faut aller à la pêche aux infos. Les collègues aussi. On va voir l'ancien collègue qui a accompagné l'élève. C'est arrivé avec ma collègue Mathilde l'année dernière, un nouvel élève. Moi j'étais aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, 20 heures avec cet élève que je connais bien. Et du coup, elle m'a passé son cahier, elle avait noté, et ça m'a permis de repartir. Donc souvent, c'est ça aussi, c'est ce lien qu'on arrive à faire entre collègues à ESH, qui fait aussi qu'on va pouvoir, s'investir comme on peut avec ce qu'on a, quoi.
Et construire. L'idéal, c'est d'avoir tout, moi je dis, avant la rentrée de septembre. Un monde idéal à l'école, ça serait que, voilà, on sache un peu où on met les pieds pour qu'on puisse déjà réfléchir quel mode d'accompagnement a besoin cet élève, parce que c'est ça, le truc, c'est de pas trop donner non plus, parce que, voilà, et c'est le danger aussi dans l'accompagnement, c'est toujours, voilà, travailler, comme je disais tout à l'heure, cette autonomie, mais pour ça, il faut qu'on ait des billes, il faut qu'on sache, voilà, comment a travaillé le collègue l'année d'avant, ou comment l'enseignant, parce qu'il y a des enseignants qui mettent des aménagements en place. Donc si du coup on a ces infos-là, ça permet de démarrer et de gagner du temps. C'est aussi très compliqué pour les enfants parce que dans le cadre de Lola qui est dans l'hypersensibilité, si elle s'entend bien avec quelqu'un, elle va super bien bosser, elle va être vraiment très attentive à ce que va penser la ESH et les professeurs. Et l'année d'après, elle est obligée de tout reconstruire et de repartir à zéro. Donc ça, c'est vraiment pas. Enfin, c'est même pour les enfants, c'est même si ça fait partie de l'autonomie, de tout ce que vous voulez, ils s'adaptent déjà tellement à tellement de choses que là, c'est une petite bouffée d'oxygène quand on leur permet de garder la personne qui la soutient le plus, quoi. Alors là, dans le cadre évidemment d'enfants qui sont scolarisés, mais quid de tous ces enfants qui du coup ne sont pas scolarisés sur la rentrée, qui sont donc en situation de handicap. J'entendais aussi avec différents témoignages de parents ou sur différents podcasts ou quoi, qu'il y avait aussi une stigmatisation de la part des autres parents, que justement d'inclure l'enfant en situation de handicap dans la classe, dans une classe dite d'enfants valides. Et voilà, quel est votre quel est ton rapport à ça? Ça aussi, c'est une question, ça se travaille entre adultes pour moi, cette histoire de stigmatisation ou de regard de l'autre. Il faut que, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on a les informations en amont, plus on peut travailler. L'idéal, c'est de pouvoir travailler en équipe, et c'est pas la réalité, en tout cas, tous les ans, de cette manière-là. Je me présente rapidement, je suis présidente de l'association DMF34, et il s'avère que c'est une école, enfin une école primaire. Il y a 152 élèves, il y a une AESH pour 5 élèves. Et là, on parlait d'un enfant qui rentre en CP, donc 6 ans, gros trouble du comportement, un TDAH, on n'a aucune solution, et la maîtresse a dit clairement qu'elle n'était pas sûre de tenir jusqu'en juin. À mon avis, elle tiendra pas aux vacances de Toussaint. J'ai pas voulu la décourager, mais bon, on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc une AESH pour 5 élèves pour une école de 152 enfants. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap, au tout début, sur la présentation de Camille. Et en fait, moi, en tant que parent, je tiens juste à dire que, de mon point de vue, même celui de mes enfants, on les diagnostique plus. Ils sont plus révélés, donc, du coup, ça pêche aussi derrière, puisque, en fait, il n'y a pas les ressources nécessaires aussi. Après, moi, l'année dernière, Lola était dans une classe de 33 élèves. 33 élèves. Sur les 33 élèves, il y en avait au début de l'année 5 dossiers MDPH. 5 notifiés avec AESH. Donc il y avait une AESH, deux AESH pour 5 enfants. On est pas mal. Par contre, en cours d'année, puisque je faisais partie des parents qui assistaient au conseil de classe, en cours d'année, il y a eu 5 autres dossiers MDPH. Donc, du coup, sur 33 élèves, 10 élèves juste en MDPH. Après, les PAP et tout ça, il y en avait encore. Donc, effectivement, on est à la pêche, et en plus, au niveau des AESH, c'est très compliqué de les recruter, puisque, comme vous disiez, ce n'est pas un métier. Juste par rapport à ce que vous disiez, donc moi, c'est la directrice qui m'a bien confirmé, parce que je lui ai posé la question. Ceci étant, effectivement, des enfants ont déposé des dossiers, donc des dossiers qui sont en cours de notification. On est sur des délais de 7 à 8 mois, même s'ils ont mis le paquet, puisque je siège à la CDAPH, donc je connais, je sais, je suis au courant du fonctionnement de la MDA. Ceci étant, c'est que ce qui est très grave, c'est que moi j'ai une enseignante référente du handicap qui m'a restitué du fait que l'éducation nationale est très claire.
ils ne notifieront, ils ne donneront une AESH qu'en début d'année, en septembre. Donc, s'il y a des notifications qui arrivent en cours d'année, ces enfants n'auront pas d'AESH à cause de ce fameux PIAL qui est le pôle d'inclusion qui est où toutes les enfin, en tout cas une grande majorité d'associations s'y sont opposées. Et pourtant, ce PIAL existe et qui est un casse-tête chinois. Et donc, ils ont décidé que voilà, pour que tout fonctionne, on donnera une AESH même s'il y a une notification entre septembre et octobre. Et après, en cours d'année, ils attendront l'année prochaine. Je peux vous assurer que cet enfant pour lequel je suis venue pour accompagner la famille, c'est un enfant de 6 ans qui met sa vie en danger, qui met la vie en danger des autres enfants et des adultes. Il y a un trouble du comportement important. Ils sont démunis. Et j'arrive aujourd'hui à détecter des représentants de l'éducation nationale, des enseignants, des directeurs, des directrices qui sont impliqués ou pas. Là, j'ai bien ressenti la détresse et de la directrice et de l'enseignante. Donc voilà, avec ça, que peut-on faire? Oui, c'est ça. Une réaction. Ouais. Pierre, je te laisse reprendre le micro comme ça. Permets, Camille, après ton podcast, je voulais faire juste 3-4 points d'ordre légaux, enfin, ne serait-ce que pour tous les parents qui écoutent ça, soient au courant. À partir du moment où vous avez une notification qui dit que vous avez le droit, enfin que votre enfant a le droit d'avoir une AESH, s'il ne l'a pas au bout de quelques jours, vous pouvez mettre en demeure la DSDN de la recruter. Il n'y a pas non plus de loi qui dit que les AESH n'ont pas à être sur le temps périscolaire. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez la demander. C'est la MDA qui décidera. Et il n'y a pas non plus de loi qui dit qu'un élève déjà en ULIS n'a pas le droit d'avoir son AESH individuel. C'est des discours que souvent les établissements tiennent parce que c'est des légendes qui sont un peu distribuées, notamment parce qu'on manque d'AESH, mais ce ne sont pas des lois réelles et vous pouvez, en tant que parent, aller contre ces licornes-là qui circulent on ne sait pas trop comment. Ça, du coup, si je peux me permettre, puisque là, c'est la maman qui va parler. Moi, j'ai cette difficulté-là justement avec mon fils qui est en ULIS, et justement, je me bagarre en ce moment avec cette histoire d'AESH individuel, où là, en équipe éducative, l'enseignante référente en avril m'a répondu, si vous faites une demande d'AESH individuel, ça sera l'IME, je vous le dis tout de suite, la CDAPH, elle va notifier que votre enfant n'est pas capable de rester à l'école. Donc là, à la rentrée, ça se complique de nouveau. Là, on m'a carrément dit, écoutez, là, il est inclus en grande section. Or, il doit être inclus dans sa tranche d'âge. Donc, on a une remontée, un écrit du rectorat qui il finirait cette année et l'année prochaine plus de place. Voilà, l'école se ferme quoi. Donc c'est un combat permanent à chercher le texte de loi, la personne qui va pouvoir vous aider, trouver des solutions. Voilà, c'est compliqué du côté des personnels, c'est compliqué du côté des parents et en premier lieu c'est compliqué du côté des enfants qui vivent tout ça. Et enfin moi mon fils il a changé d'école tous les 2 ans là, et tout l'été là on a trouvé une école dans le privé bienveillante, une enseignante spécialisée vraiment formidable, mais du coup là ça pêche cette année du côté, il y a toujours un acteur, un combat quelque part à mener, et en fait c'est juste insupportable quoi. Ok. Lola aussi, toi t'as changé plusieurs fois d'école. Oui. Et là, actuellement, tu es dans du public ou du privé? Du privé. Ouais, voilà. Juste pour ramener un peu le truc. Depuis la moyenne section. Est-ce que on peut pas ramener un petit peu d'humanité dans tout ça et se dire que, en étant peut-être un peu utopiste, certes, mais que pour le coup, l'école peut justement face à ce diagnostic de plus en plus présent, c'est une réalité que
par rapport à il y a encore quelques années, on disait juste que c'était un enfant turbulent et il y avait peut-être pas forcément un diagnostic de TDAH posé. Enfin, je caricature le trait, mais c'est un peu ça. Est-ce que dans l'idée et la mouvance de se dire que il y aura de toute façon de plus en plus de diagnostics, ou en tout cas des enfants, des élèves avec d'autres problématiques, mais juste parce que en fait la norme est partiellement existante, on va dire. Est-ce que c'est pas justement une opportunité pour penser l'école autrement et pour du coup imaginer un lieu où chacun peut être avec ses différences et du coup avec un accompagnement plus individualisé, mais où en tout cas un lieu, un espace où en fait il y a des possibilités que la différence soit là, quoi. Et certes, s'il y a des profils hyperactifs ou quoi, que finalement il puisse y avoir des techniques, des outils pour les inclure avec tous, mais qu'en même temps, en étant soi-même, quoi, sans être forcément obligé d'être bourré de cachets ou je ne sais quoi. Je sais pas, c'est voilà une réflexion. Est-ce que dans le cadre là de tes formations en tant que maman, en tant qu'AESH aussi, tu as été confrontée à tout ça? Est-ce que tu aspires aussi à une autre forme d'école, ou est-ce que... Ah oui, bien sûr, une autre forme d'école, ouais, avec surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la formation de qualité des personnels. Pour moi, ça passe par là. Et puis, du personnel, déjà plus de personnel, parce que ça a été dit plusieurs fois, un AESH pour 5, voire pas du tout, parce que il y a des élèves qui attendent les AESH. Malgré le dispositif des PIAL. Donc après, à voir ce que va donner les PIAL vont se transformer là, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir ces équipes mobiles, ces équipes qui sont censées être dans les murs de l'école. Ça serait pour moi une bonne c'est un beau projet. Maintenant, on attend de voir la réalité. On est désolé pessimiste, parce que c'est vrai que les années beaucoup de promesses ont été faites. Avec les PIAL, c'est pareil, on nous a vendu un peu du rêve, mais pour moi les PIAL sont arrivés parce que des familles se sont battues, ont fait du bruit pour dire que leurs enfants n'étaient pas à l'école, que leurs enfants n'étaient pas accompagnés. Je suis Camille, on se retrouve dans les coulisses de la radio pour compléter ce qui a été dit. Alors malheureusement, l'enregistrement a pris fin plus tôt que prévu, donc grâce aux notes que l'on a prises avec Damien, je vais tenter de retranscrire ce qui a été dit sur les 10 dernières minutes de conférence. Alors je vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors mon invitée, Sandrine Bruni, donc l'AESH, elle parlait de ma question que je lui ai posée juste en amont, donc comment penser l'école autrement ? Alors Sandrine Bruni, elle parle notamment de formation du personnel, une formation qui serait plus individualisée et donc plus qualitative, et un nombre aussi plus important de personnel, pour justement permettre toujours un accompagnement toujours plus qualitatif et au cœur où l'enfant serait juste au centre de cet accompagnement et de cette formation. Alors elle pointe aussi du doigt le manque d'outils et de formation auprès des AESH, mais auprès des enseignants également. Alors à la suite, il y a eu une intervention d'une spectatrice qui a voulu parler de son expérience professionnelle au sein des collèges. Alors elle parle notamment de la pluralité des handicaps qui ont lieu et elle donne l'exemple dans une classe où il y a une réalité à prendre en compte, à savoir un enfant sûrement sur le trouble de l'attention avec hyperactivité. Et il s'agit d'un enfant qui saute, qui crie, qui pleure, qui court, qui hurle, enfin qui vit avec beaucoup d'intensité dans la classe et qui part justement un peu dans tous les sens.
Alors elle donnait cet exemple et elle posait la question de comment concrètement gérer ce genre de situation quand on est dans une classe avec 30 enfants et que l'enseignante ou l'enseignant n'a pas forcément totalement le temps, ni même la formation, encore une fois, pour gérer ce type d'enfants et ce type de profil. Elle parlait de cette situation, de cet exemple qui confrontait une réalité qui était parfois un peu plus violente que celle à laquelle on aspire et celle à laquelle on pense. Alors de plus, cette intervenante, elle parle de son travail donc dans un collège et notamment d'une classe Ulysse. Alors pour rappel, les Ulysses, c'est des unités localisées pour l'inclusion scolaire, des dispositifs donc qui permettent la scolarisation d'élèves en situation de handicap au sein d'établissements scolaires ordinaires. Alors, dans cette Ulysse de collège, donc, ils ont accueilli un enfant qui a tout simplement un niveau scolaire de maternelle, donc qui n'a pas du tout le niveau scolaire attendu dans un collège, évidemment. Et l'enseignant, tant bien que mal, essayait d'inclure forcément cet enfant dans la classe et, volontairement ou pas, abaisser le niveau de la classe, finalement, pour cet élève. Alors, ça pose évidemment la question de la place de ce genre d'élèves dans ce type de dispositif et ce type de classe. Est-ce que finalement il fallait absolument inclure à tout prix cet élève dans un milieu ordinaire alors même qu'il n'avait pas du tout le niveau ? Donc est-ce qu'il a réellement sa place dans ce genre de classe ? Et on se posait la question évidemment du bien-être de tous, donc alors de la classe, des autres élèves, de l'enseignant-enseignante et puis de l'élève lui-même évidemment. Il n'y avait 0 place dans les IME, les instituts médico-éducatifs, pour cet élève qui aurait justement toute sa place là-dedans. Donc c'était tout ce type de problème qu'elle pointait du doigt également. Alors à quel point l'insertion scolaire est importante, ce sont de réelles limites là dont on parle, et c'est ce genre de questions qu'on s'est posées durant la conférence. Alors c'est ce qui a amené justement la question du besoin d'une formation généralisée ou d'une formation hyper spécialisée. Ce sont les questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'il fallait l'une des deux ou bien les deux, justement ? Alors, ce sont des questions qui restent sans réponse. C'était évidemment des aspirations, des questions qu'on se posait tous ensemble. Alors, à la suite de ça, j'ai posé la question des activités extrascolaires et notamment de l'accompagnement AESH. Qu'est-ce qu'il en était ? Alors, on va parler des heures connexes. C'est Sandrine Bruni, mon invitée à ESH, qui a parlé de ça. Les heures connexes, ce sont des heures qui permettent de couvrir les activités complémentaires et connexes à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc, elles peuvent servir notamment à la préparation des séances, la participation à des actions de formation en dehors du temps d'accompagnement, l'information sur le handicap, la participation à des temps de réunion avec l'équipe éducative et pédagogique. Alors ces heures connexes, elles apparaissent dans la circulaire cadre de gestion des personnels AESH et qui est en vigueur depuis 2019. Alors, juste pour faire un bref rappel de ce qui a été dit, les contrats de travail des AESH sont rédigés sur une base de 41 semaines. Elles peuvent aller jusqu'à 45 semaines. Or, l'année scolaire ne compte que 36 semaines de classe. Donc les 5 semaines rémunérées restantes, en plus, sont dues par les AESH sous la forme d'heures connexes. Elles permettent de tenir compte des missions que l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonctions et en dehors du temps scolaire. Ces heures connexes, elles n'ont pas vocation à être lissées sur l'année. Les heures connexes, elles peuvent être assez facilement dépassées, notamment dans le cadre d'un accompagnement de plusieurs élèves, et dont c'était le cas pour Sandrine Bruni. Donc évidemment, l'école n'est pas à couper du reste de la société, et c'est ça dont il était question dans le cadre des activités extrascolaires. Alors, à la suite de ça, il y a eu une autre question posée sur la stigmatisation des parents des autres enfants. Parce que oui, il y a stigmatisation de la part des autres parents, peut-être même des autres élèves, sur justement l'insertion de cet élève en situation de handicap. Donc ça fait peur, on n'a pas forcément envie d'inclure, on n'a pas justement envie d'abaisser le niveau scolaire et en fait on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un de turbulent dans une classe et qui vienne perturber toute la formation. Donc on a parlé durant la conférence, et le public nous rejoignait aussi, sur le besoin de sensibiliser au sein de toute l'école, au sein du corps enseignant, pédagogique, mais également au sein des élèves, au sein des parents. Bref, sensibiliser au handicap de manière encore plus large.
Alors ça pouvait se faire à travers notamment l'organisation d'événements ou une journée qui permet de célébrer le handicap. C'est le cas de la journée du 3 décembre. Et donc, voilà, on citait des exemples un petit peu dans cette dynamique. Et il y a eu une spectatrice qui a cité l'exemple de l'association Différents comme tout le monde, qui a été créée à l'initiative de Parisot. Et donc, cette association, elle a pour but donc de sensibiliser au handicap, notamment les collégiens, les classes de 5e. Donc, ce sont des actions de sensibilisation durant toute une semaine. Il y a des mises en situation qui sont faites, et ça, sur plusieurs villes en France. Donc c'était très intéressant de citer cet exemple-là, et comme il y en a d'autres aussi issus d'autres structures. Donc enfin, pour un petit peu conclure sur tout ça, il y avait l'idée donc d'une école inclusive. On parle de tout ça dans l'idée d'une perspective d'école inclusive qui amènerait alors plus d'universalité. C'était un petit peu, on essayait de rêver en fait finalement à travers tout ça. Donc plus d'AESH et un accompagnement plus qualitatif et au plus proche de l'enfant. Voici ce à quoi on aspirait toutes et tous. Donc mon invitée Sandrine Bruni, AESH, puis évidemment Lola Dubois, l'autre invitée. Alors à ça, j'ai conseillé, et je vous conseille toujours aujourd'hui, le podcast Le temps du débat d'Emmanuel Laurentin, qui est sur France Culture, disponible, et dont l'épisode « Handicap, l'école est-elle la clé de l'inclusion ?» traite notamment des problématiques que l'on vient d'aborder. Et cet épisode, il ouvre également sur un nombre d'enfants assez conséquent qui ne peut pas être scolarisé en France. Donc, je l'ai dit en introduction, on compte environ 12 000 enfants en France qui ne sont toujours pas scolarisés, en situation de handicap, qui ne sont pas scolarisés dans le milieu ordinaire. Et sur ces 12 000, il y aurait a priori 1500 enfants qui partent et qui vont se scolariser ailleurs, et en l'occurrence en Belgique. Donc dans ce podcast-là de France Culture, ils en parlent de ça et ça amène une certaine ouverture. Mais on se demande aussi pourquoi la Belgique est-elle capable, elle, d'assumer ces enfants-là et de les inclure. C'est bien que c'est possible autrement. Donc la Belgique, eux, ils réussissent l'inclusion des enfants car il y a un vrai renforcement des liens entre l'éducation nationale et les professionnels du médico-social. Et les invités, elles illustraient l'exemple des éducateurs, notamment qui sortent des murs des IME, je les cite. Et que c'était ça qui était très intéressant et c'est ça qui permettait une école plus inclusive en fait. Donc quand on a parlé de tout ça avec mes invités et le public, on s'est dit qu'il fallait bien prendre exemple sur la Belgique et les pays nordiques également. Alors pour conclure de chez conclure sur tout ça, on a souhaité un petit peu amener une philosophie du vivre ensemble, une perspective un peu plus large sur tout ça, et ramener beaucoup plus de solidarité et une essence de solidarité. Donc on s'est dit que plus concrètement, il fallait un travail en passerelle avec les équipes pédagogiques, avec les enfants en situation de handicap et leurs parents, mais également avec les AESH et tous les accompagnants qui sont dans ce système-là. Donc beaucoup plus de formation croisée, transversale. Et voilà, la transversalité, c'était ça en fait. C'était le mot qui revenait souvent. Plus de transversalité et de lien avec tous les acteurs. Et l'école, elle n'est pas à prendre en un seul package, si je peux me permettre, qui viendrait en une seule et même forme. Ça vient comme ça, c'est tout droit donné sur un plateau d'argent. Eh ben non, en fait. L'école, c'est justement quelque chose qui est en perpétuelle évolution, qui est en mouvance. Il faut accepter de se remettre en question et d'être bousculé parce que, justement, c'est un système qui est constamment en plein changement et avec des humains et des élèves qui, eux aussi, évoluent. Donc c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte. J'ai fini aussi par rappeler les chiffres de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que dans les pays où l'espérance de vie dépasse les 70 ans, donc comme c'est le cas pour la France, chaque individu passerait en moyenne 7 à 8 ans de sa vie en situation de handicap. Donc voilà, j'ai laissé cette phrase-là un petit peu en suspens. Et dans la salle, tout le monde était assez d'accord pour dire que la question du handicap, elle était beaucoup plus globale que, entre guillemets, simplement les personnes handicapées. C'était une question d'ordre politique et qu'il fallait la considérer en tout à chacun et pour aussi nous qui allons vieillir et en fait mourir. Spoiler, nous allons tous mourir, oui. Bon bref, les mots de la fin, ils étaient donnés à mon invitée Sandrine Bruni. Elle disait « Gardez espoir ». Et je crois qu'il y a eu aussi un mot de l'Assemblée du genre « accrochez-vous ». Bon, je remercie infiniment mes invités, Lola Dubois,
et sa maman également, Sandrine Bruni. Un grand merci à vous deux d'avoir participé à cette conférence et je nous excuse avec Damien pour cette technicité et cette qualité de l'enregistrement qui a pas été au top, mais j'espère que vous apprécierez ce podcast malgré tout. Merci également au public qui a su être présent et puis poser des questions très très intéressantes et intervenir toujours de manière sensée. Merci à la Gazette Café pour l'accueil et merci infiniment encore et toujours à la radio parce que sans eux, voilà, vous n'auriez pas eu une fin de podcast comme ça. Donc merci beaucoup. J'ai juste fini cette conférence en donnant donc la prochaine date et surtout la prochaine thématique de conférence qui donc traite de l'adolescence et du handicap. Et cette fois, c'est Damien qui anime. Et voilà, vous pourrez la retrouver en podcast à venir. Merci beaucoup. Dear people. People.